Bonjour tout le monde, bienvenue au Bracket Show. Bonjour Eric. Bonjour Bruno. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, merci. Donc, aujourd'hui, première capsule sur les nouveautés qui sont arrivées avec C# 8 qui a été lâché tout récemment. Donc, tu veux nous parler de quoi, Eric? Aujourd'hui, je vais vous parler de rien. En fait, pas vraiment rien. Je vais parler des nuls, qui est la façon de rien représenter en .NET. Et là, on parle pas des nullables qu'on pouvait déjà faire sur les int et les variables de type Non. Là, je vais vous parler des nullable reference types. Ce que ça veut dire, c'est que par définition, en .NET, tous les types références, donc la string en est un peu particulier, mais tous les autres objets références qu'on fait peuvent avoir la valeur nulle. Puis ça occasionne un des problèmes les plus courants de tous les systèmes de logiciels qu'on développe, c'est le null reference exception. Ouais. Donc, ce que ça fait, c'est que cette exception-là est très dure à capturer parce que, bon, faut explorer tous les chemins d'exécution de notre application, il faut se protéger partout contre ça. On a toujours de la misère à éviter ça, puis à un moment donné, ça nous explose en face, puis on ne sait pas pourquoi. Souvent, même, il y a de la duplication de code qui vient avec ça, parce que d'une méthode à une autre, la même variable, on va toujours avoir un null check au début de la méthode qui lance une exception parce qu'on veut le gérer, mais ça reste de la répétition de code. C'est ça. Donc, avant C# 8, il n'y avait pas vraiment de façon de se prévenir de ça que de mettre du code dans notre application pour tester les nuls. Ouais. Donc, avec C# 8, on va avoir d'autres façons, puis on va voir ça aujourd'hui un petit peu, comment on peut prévenir de ça. Je vais vous présenter le code qu'on va voir aujourd'hui. Petit exemple très simple. En fait, l'essentiel du code vient de la classe personne, qui, elle, on initialise avec un first name, last name, mais qui a aussi un middle name à l'intérieur. Que c'est pas nécessairement tout le monde qui a. Pas tout le temps. Ouais. Surtout pas au Canada. Aux États-Unis, c'est un peu plus fréquent, mais ici, c'est plutôt rare. Puis là, on a notre classe ici qui va aller chercher la longueur de ce middle name-là avec une méthode, puis elle va chercher le middle name.length, puis elle va retourner ça tout simplement. Okay? Très simple. Ça, c'est facile si on le sait, là, si on exécute ça, puis qu'on n'a pas initialisé le middle name, null exception, ça va arriver, c'est sûr. Donc, une des choses qu'on peut faire avec C# 8, c'est d'activer au niveau du projet, d'ajouter le tag nullable. Par défaut, il n'existe pas ce tag-là, il faut l'ajouter. Puis il faut mettre la valeur enable. Dès qu'on fait ça, si je reviens à l'intérieur de ma classe personne, donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on voit ici, j'ai un squiggle en dessous de ma classe personne ici. Puis si je regarde qu'est-ce qu'il me dit, il me dit non-nullable property, middle name is uninitialized. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai dans ma classe un field, en fait, qui n'est pas initialisé. Là, en ce moment, c'est un auto-property, mais derrière, c'est un field qui n'est pas initialisé. Donc qui pourrait être nul. Potentiellement nul. Donc, c'est une erreur potentielle, puis on voit que c'est un warning. C'est pas... En fait, si je regarde, mettons que je compile cette application-là, le compilateur va nous donner un warning. Donc, on n'est pas au point où ça nous génère une erreur. Fait que ça peut permettre, je pense, à une certaine transition si on veut activer ça dans nos projets sans que ça brise tout le code qu'on a déjà en place. À moins qu'on ait activé le warning as error, ce qui est une bonne pratique une fois que tu as éliminé tous les warnings, pour pas que ça revienne. Donc, on est ici, on a le warning. Donc, ce qu'on veut faire, c'est corriger ce problème-là. Fait que le plus simplement possible, je vais aller ici, puis je vais aller tout simplement initialiser mon middle name pour mettre la valeur nulle. Okay? En faisant ça, ben là, j'ai plus de warning sur ma classe parce que lui, il sait que j'ai une initialisation pour nul, pour un middle name. Mais ici, j'ai une valeur nulle. Là, qu'est-ce qu'il me dit ici? Je ne peux pas convertir un nul littéral à un non-nullable reference type. Parce que j'ai activé la propriété, l'option de build qui est enable pour les nullables. Ce que ça fait, c'est que maintenant, parce que maintenant, ça n'existe plus dans aucun de mon application des nuls. On ne peut plus affecter de nul. C'est ça. Donc, qu'on voit ici, on a des strings, puis middle name, par définition, on l'a dit plus tôt, une string, c'est un objet qui se comporte comme un value type parce qu'il copie sa valeur à chaque fois qu'on le passe, mais c'est un reference type à la base. Ouais. Okay? Donc, ici, la string, elle peut être nulle. Donc, la façon de corriger ce problème-là, on peut la dire que ça devient un nullable type, comme on était capable de faire avant avec les types int. Et bool et int, ouais. On était capable de définir comme étant des types nullables. C'est le même paradigme qui vient. Donc là, on vient de rendre explicite le fait que ce string-là peut être nul à ce contexte-ci. Ça me fait poser une question, comment ça va interagir ça avec... Parce que là, on voit que c'est la même syntaxe que les nullables au niveau des value type. Donc, ça va vraiment être le même comportement. Ça va être le même comportement. Ce qu'on a ici, on va avoir la même chose ici, c'est que là, on voit que
dans le programme où je l'appelle ici, ça devient un nul, possiblement un nul. OK? Mm-hmm. Donc là, je viens de propager mon problème en amont. Fait que quand on fait ça, là, on a réglé le problème localement dans la classe personne, mais ça va avoir des répercussions partout dans le code. Ouais. Puis, une chose qu'il faut faire attention aussi, c'est qu'en ce moment, les développeurs de librairies sur NuGet, puis sur Git, puis tout ça, sont en train tranquillement d'adopter cette chose. On est dans une phase d'adoption en ce moment, fait que les librairies qui adoptent le Nullable Type, Nullable Reference Type, dans le fond, ils vont, si on upgrade des librairies, ça se peut que ça finisse par briser notre code si on l'interprète, puis ça se peut qu'on se ramasse avec des choses qui nous obligent, nous aussi, à implémenter le Nullable Reference Type. Donc, à considérer justement dans nos cycles de développement de projet, parce que ça peut venir te causer un problème si tu pensais qu'une fonctionnalité allait te prendre 2 jours, mais finalement, ou ça peut retarder la mise à jour de librairie, par exemple, parce que la nouvelle version a fait trop briser de code, qu'on veut rester une version précédente. Donc là, ici, on voit qu'on a un warning ici qui nous dit on ne peut pas faire ça. Donc, ce qui est la solution évidente, c'est qu'on va faire un check. On va revenir avec notre null check de ce côté-ci. Donc, si, par exemple, middle est nul, ben, on va faire un return de 0, par exemple. Parce que la longueur d'un middle name de 0, même middle name nul, ce serait 0, ce serait correct. Puis là, ben, notre code va compiler correctement. Mm-hmm. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est que là, je vais vous amener un autre concept parallèlement à ça qui vient aussi de C#. En fait, qui a débuté avant ça, mais qui a évolué encore plus dans C#, c'est le concept de template matching. Ouais. Le concept de template matching, c'est qu'on est capable de prendre une variable et de la matcher sur un template. Au lieu de faire un égal, ici, en fait, je vais dire est-ce que middle is null? En faisant ça, ça pourrait paraître juste comme un test anodin, mais ça fait un petit peu plus que ça. Ça fait vraiment vérifier que middle est un objet nul. Et puis, il va vraiment s'assurer que ça matche ce template-là. Vous allez voir un peu plus tard, si je fais, par exemple, je peux jouer un petit peu avec ça. Non, on va le voir plus tard, ça, en fait. Je vais vous montrer d'autres choses avant. Donc, on va revenir au template plus tard. Ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on se dit, bon, ben là, j'ai mis middle à nul, ça c'est correct. Je pourrais vouloir inliner ma variable middle comme ça ici. Donc, ça va me faire un cas beaucoup plus simple. Je fais mon test de nul. Puis, le problème avec ça, par contre, c'est que là, vu que j'ai inliné, tantôt j'avais une variable déclarée localement, je testais la valeur de cette variable-là, mais là, vu que je parle de la référence de l'objet, quelqu'un dans un autre thread peut faire un changement sur cet objet-là, puis entre le moment où ici, il vérifie la nullité, puis le moment où je retourne la longueur, ça se peut que quelqu'un ait mis mes données à nul. Je n'ai pas le plein contrôle de cette référence-là. Donc, une façon de prévenir ça, puis de ne pas avoir à créer une référence supplémentaire en plus dans le code, c'est d'utiliser d'autres syntaxes qui permettent de... Je vais vous montrer en faisant... On va enlever la condition ici. Je voudrais être capable de retourner ça, en fait, mais à cause de la vérification, il faut que je vérifie que ce soit nul. On peut utiliser le point d'interrogation point ici, qui est une syntaxe de C# aussi, qui nous permet de propager la nullité à travers une chaîne d'appels. Ouais. Okay. Syntaxe qu'on avait déjà depuis quelques versions. Ça, c'est pas nouveau. Là, je me rappelle plus 7 points quelque chose avec ça. Sauf que là, ça, ben, ça ne retourne pas un entier, naturellement. Donc, ce qu'on voudrait, c'est qu'ici, on va utiliser l'autre opérateur de coalesce qui va retourner nul. Donc, grosso modo... Ça revient un peu à ce qu'on aurait avec un ternaire classique où on vérifierait si middle name est nul, envoie-moi 0, sinon la longueur. Mais dans une syntaxe un peu plus compacte, là, on fait les vérifications. Puis en même temps, on pourrait même aller plus loin puis dire, peut-être aussi que par extension, personne pourrait être nul. Donc, si n'importe quoi dans la chaîne est nul, automatiquement, ça va retourner 0. Ouais, visuellement, ça donne quelque chose de plus propre que plusieurs if. Qui est quand même, tu sais, je pense, faut pas penser non plus, tu sais, que si on n'a pas des ifs, on n'a pas des conditions claires, qu'il faut pas tester ça. Je pense que c'est quand même quelque chose côté test unitaire qu'il faut pas oublier. C'est pas parce que c'est une ligne qu'on a un test à faire pour ça. Parce que si on faisait des tests unitaires là-dessus, on aurait besoin d'analyser la complexité cyclomatique de cette méthode-là. Ça serait quelque chose de niveau 4 au moins, d'après moi. C'est pas plus que ça. C'est ça. C'est quand même juste un tape à l'œil visuel, si on peut dire, cette syntaxe-là. Faut pas tomber dans le piège. Exact. Donc, on va revenir à notre état initial de quand on avait le test, parce que là, je voulais vous parler du template matching. Ouais.
Le template matching, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment aller chercher beaucoup d'informations sur un objet, même si on ne connaît pas exactement le type concrètement de l'objet. On peut aller extraire des propriétés de cet objet-là. Je vais vous montrer comment. Premièrement, ce qu'on peut faire ici, c'est que on peut inverser le if. Donc, si j'inverse le if, je vais me ramasser avec ça ici. C'est une syntaxe un peu plus longue et compliquée, mais vous allez voir pourquoi je m'en vais vers là. C'est que ce que je voudrais faire ici, c'est que je voudrais vérifier que mon middle n'est pas nul. Puis s'il n'est pas nul, je vais retourner sa longueur, sinon je retourne 0. Donc, en inversant tout ça, ce que je peux faire, c'est que j'enlève le not ici. Puis ici, au lieu de mettre nul, je voudrais avoir quelque chose qui me dirait est-ce que middle est un objet ou une référence. Donc, une façon facile de faire ça, c'est avec double accolade. Donc, en faisant ça, je dis à mon compilateur si middle est quelque chose, puis là, c'est un template, mais c'est un template vide. Ouais. Donc, c'est un template d'une référence d'objet, mais qui est vide. Donc, si c'est quelque chose, retourne-moi la longueur de ce quelque chose-là. Étrangement, ça me fait un peu, je sais que c'est pas la même chose du tout, mais ça me fait un peu penser à comment on voit parfois certaines initialisations côté JavaScript. Un peu, oui. Et là, ce qui est le fun, c'est qu'on pourrait aussi même se passer de la déclaration de la variable middle ici, puis dire ce quelque chose-là, ici, on peut en plus le nommer dans la même chaîne d'appel. Donc, ce que ça fait, c'est que là, on a déclaré un objet. Là, j'ai un squiggle ici parce que middle n'existait pas, mais ce que je m'attends, c'est plus personne. Avec person. Middle name. Donc, si je vois personne.middle name, là, je peux vérifier que ça, c'est un objet. Puis cet objet-là, je l'appelle middle ici à l'intérieur de ma condition. Puis je peux l'utiliser à l'intérieur du scope de ce if-là. Mais il n'est plus disponible à la fin. Ici, je ne pourrais pas retourner middle. Parce qu'il est défini à l'intérieur du scope du if seulement. C'est intéressant parce qu'au niveau de l'IntelliSense, tu l'as quand même suggéré, mais tu ne pouvais pas y accéder. Ouais. Peut-être un petit glitch côté... Côté IntelliSense. Ouais. Sauf que là, c'est beau, mais dans le fond, moi, ce que je veux vraiment, c'est quelque chose qui a une longueur ici, puis c'est ça que je veux tester. Fait que je peux aller pousser mon template matching un petit peu plus loin, et dire, je me fous un peu de comment ça s'appelle. OK? Ce que je veux, en fait, c'est aller chercher la propriété length de cet objet-là. Je vais lui donner un nom. Et puis, je veux utiliser, en fait, il faut que je déclare le nom. Là, j'ai mis un petit peu trop de lettres, mais je vais déclarer le nom avec une variable. Puis, je vais ici utiliser cette variable-là. Cette variable-là, si je peux avoir moins de doigts dans mes... Donc, ça, c'est vraiment, là, on va chercher un petit peu plus la puissance du template matching. Ce que ça dit, c'est que j'ai une propriété middle name. Je vérifie que cette propriété-là est un objet qui contient une propriété length. Je vais chercher cette valeur-là, je la match, je déclare une variable locale au scope de mon if, puis je peux retourner cette valeur-là. Quand même assez... oui, c'est ça. En une seule ligne, on fait beaucoup de choses. Puis, on peut voir la puissance de ça parce que je pourrais aussi dire, je veux que ça soit ça si length... Je pense que je peux faire ça aussi si length est plus grand que 10, par exemple. Ou je pense qu'il faut que je le mette dans la condition. Ça sera au niveau de la condition et non d'une de ta variable. Je peux dire length plus grand que 10. Fait que dans le fond, ici, je pourrais aller chercher des affaires qui, pas un seul et, mais un double et, qui va aller chercher des conditions sur mon template. Fait que je ne suis pas obligé de retourner ça, mais je peux me servir de mon template pour matcher des choses. Filtrer. Ouais, filtrer par des propriétés, puis tout ça. Puis ça, ça fonctionne là, puis de plus en plus, ils sont en train de rajouter ce template matching-là dans tout, dans les switch cases, dans les expressions LINQ aussi, puis tout ça. Fait que donc, tout ça, ça va être... on peut aller chercher ça comme dans un LINQ, ça serait super élégant de dire ça. Je veux filtrer toutes les middle names dont la longueur est plus grande que 10, sans vraiment avoir besoin de retourner cette propriété-là pour en faire quelque chose avec. Par contre, tu dirais quoi côté, justement... Tu sais, là, c'est sûr que c'est nouveau. Fait qu'on n'est pas habitué. Le premier réflexe, c'est de regarder ça puis de trouver ça bizarre. D'un point de vue de lisibilité, est-ce que tu penses que c'est le genre de choses qu'on va s'habituer à aller vers? Ou si la bonne vieille formule de vérifier nos choses avec... Je pense qu'il y a des contextes où ça s'applique plus. Là, c'est sûr que là, on stretch un peu le concept. Mais il y a des contextes où ça va être beaucoup plus clair et beaucoup plus évident d'écrire ça. Puis surtout plus concis, surtout dans le cadre, mettons, quand on fait, là c'est une condition, on est dans un mode statement, mais l'avantage de ça, c'est que c'est quand même une expression. Tu sais, de faire tout ça ici, j'ai pas déclaré à l'extérieur une variable, parce que si j'avais voulu avoir cette variable-là autrement qu'ici, j'aurais dû déclarer ma variable à l'extérieur, l'assigner dans mon expression pour être capable de l'utiliser. Fait que là, je sors un peu de mon scope. Ça fait quelque chose qui est beaucoup plus proche des langages fonctionnels. À même l'expression, je suis capable de déclarer des nouvelles variables puis les utiliser à même l'expression elle-même aussi.
je suis pas obligé de sortir de mon expression pour déclarer des variables puis les assigner dans mon expression. Fait que c'est là l'avantage. C'est quand tu veux faire plus des concepts un peu plus fonctionnels ou encapsuler ton expression avec toutes ces déclarations. C'est dans la même lignée, puis on va le voir dans d'autres choses qui ont sorti aussi. Il y a maintenant, on peut faire des throw exceptions à l'intérieur même d'une expression aussi. Donc, dans le cas, par exemple, on parlait tantôt d'une expression ternaire, le point d'interrogation, deux points, quelque chose. Tu pourrais avoir une des branches qui trouve une exception, puis même si c'est dans une expression ternaire, on pourrait trouver l'exception. Ça va être valide, pas un statement. Donc, je pense que tous les apports de programmation fonctionnelle commencent à avoir des répercussions un peu partout dans la syntaxe de C#. Une chose qui est intéressante aussi, je vais revenir un petit peu plus en arrière avec le test qui était séparé. Par exemple, celui-là ici. Une chose qu'on peut faire, c'est vérifier au lieu de vérifier avec le nul comme ça, on peut y aller avec un isNull or empty. Donc, si je prends de l'expression de la classe string de isNull or empty de middle name, puis là, ici, je voudrais retourner 0, par exemple, dans ce cas-ci, puis sinon, je retourne la longueur. Là, il ne me donne pas d'erreur, de warning, même si je n'ai pas fait explicitement un test de nul. Okay? C'est vrai, ouais. Bon, comment ça se passe, ça? C'est que si on va voir l'implémentation du isNull or empty. Donc, ils l'ont modifié pour s'adapter. C'est ça, je comprends. Ils l'ont modifié ici. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont eu une annotation, donc un attribut dans la classe qui dit not null when false. Ce que ça dit, c'est que cette fonction-là va retourner not null quand son retour est faux. Puis ça, c'est une annotation, puis il y en a plusieurs comme ça qu'on peut utiliser pour annoter notre code pour dire que si quelqu'un passe par une fonction pour tester la nullité, bien que ça va fonctionner quand même, puis que l'idée est quand même interprété que on ne retourne pas vraiment un nul quand même ici à ce moment-là. Donc, on peut adapter notre code pour faire la même chose. Exact. On peut utiliser ces annotations-là. Je pourrais les mettre en description dans la vidéo. Il y en a quand même quelques-unes qu'on peut utiliser. Fait qu'on pourrait utiliser les annotations dans notre code pour, mettons, faire les checks de nul dans nos propres fonctions, puis que notre fonction qui retourne, on sait qu'elle a vérifié le nul. Fait qu'au retour de la fonction... On retourne un objet qui est propre. Qui est propre, ouais, c'est ça. Donc, le code va continuer de fonctionner, puis il ne nous donnera pas un paquet de warning. Okay. Par contre, si... par exemple, on dirait, mettons qu'on enlève la condition ici, puis qu'on utilise une librairie qu'on sait qui check que c'est nul, puis on le sait là, que ça ne sera jamais nul, mais on veut éliminer le warning. Là. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre le point d'exclamation, là, comme à la fin. Okay. À la fin. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu penses que c'est pas nul, tu penses que ça peut être nul, moi je te dis ça ne le sera pas parce que j'ai fait mon vérification ailleurs, mais cette vérification-là n'a pas mis la notation pour dire que ça va être vraiment pas nul. Donc, on peut forcer le compilateur à dire « achète-moi pas, je le sais, je sais ce que je fais ». Mais habituellement, c'est pas une bonne pratique à faire. Mais on a quand même, c'est ça, on a cette carte-là de temps en temps. Puis ça peut être utile quand on utilise une librairie, justement, qui nous retourne des affaires, puis dit, ben là, on est allé voir le code de la librairie sur GitHub, on sait que c'est beau, puis on veut éliminer le warning de notre côté. Puis c'est ça, ouais. Fait qu'on peut faire ça comme ça. Puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est quand même pas trop intrusif, un petit point d'exclamation à la fin. Tu sais, c'est pas... par exemple, on va souvent avec ReSharper, quand on veut dire une classe qui est utilisée via l'injection, mais qui nous enlève le warning, qui n'est pas référencé, on peut rajouter la grosse annotation au début de la classe. Ouais. Là, c'est pas trop dérangeant. C'est pas trop dérangeant. Par contre, on a aussi, si on veut, activer ou désactiver le check de nullable à l'intérieur de certaines parties de notre code. Comme, mettons, ici, je pourrais avoir des syntaxes de précompilateur, dans le fond, ici, qui seraient nullables. Puis là, je pourrais désabler ici le check spécifiquement pour cette section. À partir de cette section-là du code. Okay? Puis parmi ça aussi, il y a d'autres syntaxes de nullable. Je peux désactiver juste les warnings, mais quand même checker les nuls ou désactiver les notations. Je peux faire différentes choses avec ça. Il y a aussi cette possibilité-là. Encore là, dans le cas d'un package externe qui nous vient d'une librairie NuGet, on pourrait faire ça pour se sauver des warnings. Exact. Ça permet de faire, parce que là, comme je disais au début, on est dans une phase d'adoption de cette fonctionnalité-là. Cette phase d'adoption-là, elle va être considérée complétée une fois que la prochaine version de .NET qui va sortir, qui est .NET 5. Donc, tout ce qui est .NET Core 3.0 est en phase d'adoption jusqu'à temps que .NET 5 sorte. Microsoft sous-entend qu'elle est rendue à .NET 5. Ce que j'ai compris, c'est que ça va être de facto par défaut. Un nouveau projet. On va pouvoir le désabler. Donc, on va toujours pouvoir le désabler comme on fait avec les annotations. Si on veut vraiment gérer les nuls comme avant, mais par défaut, ça va être enabled. OK.
Puis dans le fond, on n'a pas parlé, on a parlé de .NET Core 3, .NET 5, on n'a pas cette fonction-là sur 4.8. Donc là, on a pris une petite coupure pendant l'enregistrement parce qu'on s'est posé une question qui était quand même assez pertinente, puis il s'en est enchaîné des recherches pour vérifier l'information. On se demandait dans le fond, parce que C# 8 avec les Nullable Reference Type avec .NET Core 3, si on avait la possibilité de faire ça sur Framework 4.8, qui est sorti en même temps que .NET Core 3. C'est ça. La réponse à ça, c'est que non, les annotations de Nulab sont disponibles .NET Core 3 seulement pour l'instant. Il y a probablement des investigations qui sont faites du côté Microsoft pour pouvoir le supporter, mais il n'y a rien de confirmé encore au moment où on se parle. Là, ça peut changer, mais pour l'instant, non. Puis en même temps, je pense que ça reste que vu qu'on s'en va vers un .NET 5 qui est vraiment la plateforme qu'on va viser, qui est centralisée de tout ce qui est framework.NET, probablement qu'ils ne veulent pas investir à supporter ce framework-là, considérant que ça va mourir, entre guillemets, dans peut-être la prochaine année. Ouais. Puis de toute façon, je sais que pour l'avoir essayé, moi, là, il y avait des extensions. Je ne sais pas si c'est encore disponible, il y a des extensions pour tester les Nullable Reference Types sur .NET Framework. Fait que peut-être qu'ils vont en faire éventuellement une version sur le .NET Framework. OK. Mais encore là, ça reste une petite spéculation. Donc, pour résumer avec ça, c'est que là, avec C# 8, Nullable Reference Type, on a des outils en place pour nous permettre de bien gérer nos nulls, de ne pas se ramasser avec des Null Reference Exceptions. Ça ne les empêchera pas tous. Il y a encore moyen de glisser entre les cracks puis avoir un nul qui va se glisser, mais comme c'est l'exception la plus trouée, on peut dire, je veux dire. Ouais, c'est une des plus fréquentes. Les plus fréquentes, puis c'est les plus sournoises aussi parce que faut se mettre un paquet de protection, puis on ne sait jamais, dès qu'on passe un objet à quelqu'un, comment il va nous revenir, s'il peut revenir nul ou pas. Donc, c'est vraiment la plus sournoise, mais si on se met à adopter cette pratique-là, ça va éliminer 95, si c'est pas 99% des erreurs de notre code. Puis, comme on sait, plus on fixe les erreurs tôt dans le processus, plus on va avoir des gains en production avec ça. Donc, ça va éliminer beaucoup de... Si on est allé vers, justement, côté test unitaire pour protéger nos classes et nos fonctions, ça reste qu'il faut encore le faire. On devrait avoir couvert le petit peut-être 1% qui pourrait tomber d'un crack. Voilà. Donc, merci. On vous invite à nous suivre sur notre page Facebook qui est disponible maintenant. On va avoir les liens dans la description. On va suivre vos commentaires aussi avec attention. On est en train de repartir la saison, comme vous le voyez. On va avoir d'autres invités. Si vous avez des sujets que vous aimeriez entendre parler, on est ouvert à ça aussi. On est ouvert aux commentaires. Donc, n'hésitez pas. Oui. À la prochaine.